Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Salut. Cette semaine, après ce week-end de Coupe d'Europe, on va s'intéresser à l'équipe de Moed Altrad pour ce qu'elle fait sur le terrain, figurez-vous. Montpellier, premier du top 14, quasiment éliminé en Champions Cup. Montpellier aux deux visages, comme dirait Janus. Puis, dans les 10 minutes plus tard, si vous n'êtes pas trop bavard, je te ferai un cours de civilisation après. De mythologie même. Donc après, on passera à l'équipe de France. Après la mythologie, une autre mythologie. En cette semaine de divulgation de la toute première liste du tout nouveau sélectionneur Jacques Brunel, on va se demander, mais qui es-tu, Jacques Brunel ? Comment fais-tu jouer tes équipes ? Comment mènes-tu tes joueurs ? Et last but not least, comme dit le bilingue Mathieu Bastaro, on passera au cas Para, le demi-mêlée clermontois absent de l'équipe de France depuis plus de 2 ans, réclamé à corps et à cri depuis qu'il marche sur la Volvic à Clermont. Voilà, après c'est tout. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Bonjour Christelle. Maxime Rollin, bonjour Max. Salut Christelle. Et Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. En entrée, on débrief comme d'habitude vos conseils Champions Cup de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, Dominique nous avait dit de ne pas rater Ospreys Saracens, notamment parce qu'elle guettait le retour de Vunipola. Bon c'était bien vu. C'était assez réussi puisque c'est le numéro 8 de l'Angleterre, il s'est cassé le bras. Donc son tournoi est probablement fini déjà. Normalement, c'est suivant opération ou pas, ça peut être 3 mois, voire un peu plus, un bras cassé. Donc, si vous êtes Alex Bardot, c'est 4. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. 3 mois, ça veut dire tournoi raté. Il a déjà raté beaucoup de choses depuis 1 an et demi. Il a raté la tournée des Lions britanniques et irlandais, plus la tournée de novembre. Une partie du tournoi, il me semble, l'an dernier. Oui. Il enchaîne les blessures, quoi. C'est le plus costaud pourtant, mais voilà. Comme quoi, peut-être qu'il est fragile à l'intérieur. Il était juste là pour battre Clermont en finale de Coupe d'Europe en mai dernier. Ça arrive à beaucoup de gens. Christophe nous avait dit de ne pas rater Ulster-La Rochelle. La Rochelle a perdu en Ulster. Quelqu'un a quelque chose à en dire Ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que c'était pas une grande équipe de l'Ulster. On avait déjà vu des équipes de l'Ulster plus conquérantes qui mettaient plus de pression à domicile. D'ailleurs, La Rochelle avait réussi à un gros début de match, à prendre le score. Puis ils ont un peu perdu le fil, ils se sont laissés endormir ou ils se sont laissés éteindre un peu. Et bon, ils prennent quand même un bonus qui est utile et ils sont encore en course pour se qualifier, mais voilà, c'est un match, on a l'impression qu'il y a 1 mois, 2 mois, ils l'auraient peut-être gagné. Là, ils sont dans une phase un peu plus compliquée. Ils ont un peu moins de réussite, un peu moins d'allant. Et voilà, il y a un truc... il va falloir qu'ils redémarrent la machine contre le Harlequins la semaine prochaine. Puis on rappelle aussi que Gabriel Lacroix est sorti avec le genou dans la boîte à gants assez vite. Et la chute, l'image est pas très jolie et ça laisse craindre une rupture des croisés ou quelque chose comme ça, parce qu'il retombe un peu comme Lesgourg la semaine d'avant, avec le genou qui se tord et ça sent pas très bon. Lui-même avait l'air un peu désespéré dans les vestiaires. Ça risque d'être un absent de plus pour La Rochelle certes, mais aussi pour l'équipe de France, parce que peut-être qu'il était après ça assez bons matchs notamment un bon match contre les All Blacks B en novembre, il faisait peut-être partie des prétendants et là ça sera a priori non, et quand on sait qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le flanc, voilà. Et Aurélien, toi tu brûlais d'aller à Exeter pour voir jouer Montpellier. On se souvient de ton apologie de la cathédrale d'Exeter, du So Cute Sandy Park, donc ça a été à la hauteur de tes espérances. Ouais, Exeter a super bien joué, a donné une leçon à Montpellier. Donc c'était un régal. 41-10, on rappelle, Exeter l'a emporté. Ouais. Aurélien, tu vas rester attentif parce qu'on va continuer sur Montpellier pour le premier sujet. Montpellier, premier du top 14, mais Montpellier quasi éliminé de Coupe d'Europe, on peut dire, après ce trou d'air aussi à Exeter ce week-end. 5 essais encaissés, notamment
Voilà. Montpellier qui était un épouvantail en début de saison au championnat de France. Montpellier, son effectif un peu bling quand même, avec du Stein, du Cruden, du Picamol, du Duplessis au carré. Montpellier avec un nouvel entraîneur, Vern Cotter, qui a su faire briller Clermont, dont il a été le patron, qui a su faire briller l'Écosse, dont il a été le boss. Vern Cotter, apôtre d'un jeu ambitieux qu'on ne voit pas forcément dans cette équipe de Montpellier, qui est plutôt crainte pour ses ballons portés que pour son jeu échevelé. Alors évidemment, les Montpelliérains sont en reconstruction totale. Passer de Jake White à Vern Cotter, ça change 2-3 fondamentaux. Vern Cotter a dit lui-même que changer de philosophie, ça prend du temps. Mais je sais pas, est-ce que ce qui fonctionne, ce qui impressionne même au plan national est en train de montrer ses limites, peut-être au plan européen? Vous en pensez quoi? Je dirais même pas que ça impressionne au plan national. Non, même pas. Au début de la saison un peu, non? Ouais, mais ces dernières semaines, on voit qu'ils marquent le pas et qu'ils ont eu un gros passage à vide à Brive, notamment. Ils ont des gros problèmes à l'extérieur. Il n'y a pas que qui perdent à Brive aussi, il faut faire attention. Brive, grosse équipe, à domicile. Mais... Non, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ont un souci, je pense. Parce qu'à la maison, il ne faut pas oublier que depuis 1 an, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points et le plus d'essais à domicile, toute équipe confondue. Donc ça prouve quand même que Montpellier est une équipe malgré tout joueuse, même si on n'a pas forcément ce sentiment-là quand on pense à eux. Mais voilà, à l'extérieur, des fois, il y a des trous. Enfin, ils perdent souvent et il y a souvent des trous d'air aussi. Moi, je me rappelle aussi au Stade Français. Pourtant, le Stade Français qui n'est pas un cadre de cette saison, et ils sont complètement passés au travers. Ce qui est sûr, c'est qu'à Exeter, Aurélien il le dira mieux que moi encore, mais ils ont été pris dans la vitesse et dans les repères collectifs. Et ils ont été pris par un jeu qu'on voit finalement assez peu en top 14. Enfin, il y a des équipes qui arrivent à mettre du volume en top 14, mais comme l'a fait Exeter là, avec cette subtilité-là, c'est finalement assez rare. Et ils n'ont pas réussi, eux, à imposer leurs armes, qui sont des armes plutôt de puissance, c'est une équipe plutôt pragmatique, notamment quand elle joue à domicile. Là, c'était pas le cas. Et ils ont vraiment souffert de la comparaison. Il y a des joueurs en face qui... j'ai adoré Henry Slade ce week-end. Je trouvais qu'il avait vraiment éclairé le jeu de son équipe et qu'il avait permis justement de donner au centre du terrain cette vitesse et cette subtilité, cette technique qui a manqué un peu du côté de Montpellier, qui n'était pas au complet non plus. Notamment, ils ont fait jouer leur 4e demi-mêlée. Qui avait 19 ans. 19 ans. Il n'est pas sorti sur une civière, c'est déjà Pourtant, un bon point. Il n'a pas le bon morphotype, parce qu'il fait 1m75 et 70 kg. Après, oui, c'est sûr qu'ils ont souffert la comparaison par rapport à Exeter dans la fluidité, le rythme de jeu. Et quand on les entend parler, c'est ce à quoi ils aspirent, les Montpelliérains. Donc là, ouais, ils en ont paru très très loin. C'est ça qui était un peu cruel pour eux. Ils disent avoir l'ambition de vouloir jouer, d'être offensif, de pratiquer finalement un rugby moderne, comme celui qui est censé fonctionner aujourd'hui. Et là, ils étaient très très loin de ça. Donc après le match, Vern Cotter disait qu'il fallait s'attendre à ce qu'il passe par des étapes aussi douloureuses que celle-là, parce que le travail sera long pour y parvenir. On peut comprendre effectivement qu'il joue encore en majorité avec un effectif qu'il n'a pas totalement bâti lui-même, donc des types de joueurs qui ne sont pas forcément ceux qui conviendraient le mieux pour jouer un jeu rapide, ouvert, etc. Et les joueurs sur lesquels sans doute il comptait s'appuyer pour commencer la métamorphose sont pas opérationnels si on prend juste la charnière, et on sait que Vern Cotter, c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur sa charnière. Son numéro 9, Juan Pinar, le Sud-Africain, est blessé beaucoup depuis le début de la saison. Il n'était pas là ce week-end. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'était un jeune Géorgien de 19 ans, dont c'était le premier match pro qu'il jouait. Et son numéro 10, c'est Aaron Cruden, donc c'est aussi son modèle de 10. À Vern Cotter, c'est un 10 joueur avec une bonne passe, un mec qui voit bien le jeu, etc. Aaron Cruden qui a été champion du monde avec les All Blacks pour replacer un peu le personnage. Qui a beaucoup de sélections en plus avec les All Blacks, qui a pris à un moment la suite de Dan Carter avant l'éclosion de Boden Barrett. Et donc Aaron Cruden il est blessé aussi souvent, et bon, on disait avec les collègues de Montpellier que samedi on avait l'impression que c'était plus Jean-Paul Cruden qui jouait ou quelque chose comme ça, parce que il a fait des en avant grossiers, il était
on voyait qu'il pesait pas sur le jeu et qu'il n'avait pas encore la capacité à l'animer comme on attendrait qu'il puisse le faire. Donc ça, c'est des petites choses qui expliquent pourquoi peut-être ça prend du temps à Montpellier pour réussir un peu plus... Mais il y a un vrai problème de charnière, hein. C'est vraiment ça, parce que même quand il y a Stein, qui est pourtant un joueur aguerri, un joueur avec expérience, etc., souvent il se trouve un petit peu quand il joue ouvreur. Alors parfois il a des moments de génie, et puis parfois il plombe complètement son équipe. Et donc, comme le disait bien Aurélien, avec Pienaar qui n'a pas été souvent là, Payok qui n'a pas été souvent là, Cruden qui a été blessé, Stein qui est là pour dépanner, et au final on se rend compte que c'est compliqué quand tu n'as pas une charnière qui est là depuis un moment. Et par exemple, on voit Clermont qui a lui aussi quelques petits problèmes parce qu'il manque beaucoup de monde, et heureusement que Morgan Parra tient la baraque finalement, parce que sinon ce serait pareil avec Lopez qui a été blessé, plus Fernandez, etc. Ça aurait pu être encore plus catastrophique pour les Clermont. Mais au-delà de la charnière, ce que je trouve, ce que disait Aurélien est assez juste, c'est qu'au-delà de la charnière, Vern Cotter, il a un effectif aujourd'hui sous la main qu'il n'a pas choisi, qui a été choisi par Jack White, qui est en quelque sorte une antithèse de Vern Cotter dans la philosophie de jeu. Jack White, c'est la puissance. Vern Cotter, il tient à ce que le jeu soit ouvert, spectaculaire. Pour lui, c'est un leitmotiv. Et donc aujourd'hui, il doit construire un jeu basé sur la vitesse, enfin c'est ce qu'il veut faire en tout cas, avec un effectif qui n'est pas forcément bâti pour ça, avec des joueurs qui sont pas forcément les plus forts dans le déplacement, les plus techniques, les plus fluides, et aujourd'hui ils se confrontent à cette limite, et ça pose même la question de est-ce qu'ils arriveront à faire leur révolution là dans les 6 mois à venir ou dans l'année et demie à venir, sachant que l'effectif il va pas pouvoir le chambouler non plus comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'il est quand même parti sur une idée moins offensive et moins de jeu moins complet qu'à l'époque où il était à Clermont ou qu'avec l'Écosse. Il s'adapte quand même à l'effectif qu'il a. Mais quand même, il aimerait l'amener vers quelque chose d'autre, et ça, l'amener vers quelque chose d'autre, c'est quand même, ça reste compliqué. Il n'est pas dogmatique. Vern Cotter, il sait les joueurs qu'il a sous la main, et donc il ne va pas penser qu'il peut leur apprendre à jouer d'une autre manière que celle qu'ils savent pratiquer. Donc effectivement, il reste aussi pragmatique, et il est obligé de continuer à s'appuyer sur certains points forts qu'on connaît déjà de Montpellier. Donc oui, les ballons portés, la puissance du pack, il sait que pour l'instant, c'est ça qui doit lui permettre de gagner, tout en apprenant le reste, à jouer plus vite, à jouer avec plus de rythme. Après, la question, c'est, pour revenir à ce que tu disais au tout début, est-ce qu'aujourd'hui, le jeu de Montpellier, tel qu'il est fait aujourd'hui, peut convenir à la Coupe d'Europe telle qu'elle se pratique là, en ce moment? La réponse, par rapport à ce qu'on voit des résultats de Montpellier, mais à ce qu'on voit même globalement des matchs, l'idée serait plutôt quand même qu'aujourd'hui, en Coupe d'Europe, il faut quand même mettre énormément de rythme, de vitesse. Et pour Montpellier, aujourd'hui, c'est plus dur, battu à domicile par Exeter et à l'extérieur aussi. Non, mais c'est ça aussi, c'est sur le premier match qu'ils se font surprendre, et c'est toujours compliqué quand tu démarres une compétition par une défaite à la maison, après de vraiment te remettre dans le bain de cette compétition. Alors une défaite, c'est plus aussi éliminatoire qu'avant, mais malgré tout, quand tu prends une claque, parce que pour moi c'est une claque, même si Exeter était champion d'Angleterre, quand tu perds chez toi le premier match de la campagne européenne, pour moi c'est une petite claque, et je pense que ça leur a quand même mis un petit coup au moral, et du coup tu joues peut-être un petit peu différemment et tu abordes la compétition un petit peu différemment quand tu sais que tu as perdu ton premier match en plus, dans une poule hyper relevée, avec notamment le Leinster, qui est d'ailleurs la seule équipe qualifiée après 5 journées, ce qui est aussi assez rare, parce que généralement les 2 dernières journées dans certaines poules, ça compte pour du beurre. Et là, ce ne sera pas le cas. Il y aura vraiment de l'enjeu partout. Et même des équipes pourraient se qualifier, ne sont pas totalement éliminées, et pourraient se qualifier avec 17, 18 points, quoi. Donc, c'est assez surprenant. Très bien, laissons là les clubs pour s'intéresser à l'équipe de France. Mercredi à 14h, Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur, dévoilera sa liste de 31 joueurs convoqués le 21 janvier pour préparer le premier match du tournoi des 6 nations qui se jouera le 3 février contre l'Irlande. Si vous avez si vous voulez jouer à Euromillion, vous pouvez nous réécouter. Alors, qui es-tu, Jacques Brunel ? Eh bien, Jacques Brunel ne se perdra pas à Marcoussis,
puisqu'il a été le coach des avants des Bleus époque Laporte, puis il est parti entraîner Perpignan, de quand Perpignan était fort, puisqu'il a mené l'USAP au titre en 2009. Ensuite, il est parti en Italie, dont il était le sélectionneur en 2013, quand une équipe de France déjà en grande forme y a perdu pour la 2e fois en 3 ans. Après l'Italie, il est revenu à Bordeaux, en charge des avants, puis en charge de tout. Et là, coup de fil d'un ami, Bernard. Il y a une place vacante, tu viendrais pas me donner un coup de main, mais avec plaisir. Ça s'est vraiment passé comme ça? Absolument. Le dialogue était exactement celui-ci. Et donc revoilà la moustache brunelienne à Marcoussis. Alors messieurs, il faut s'attendre à quoi avec Jacques Brunel en termes de jeu, en termes de joueurs, en termes de tolérance aussi pour coexercer avec 130 adjoints venus faire des piges. En bref, pas Alex, un Jacques Brunel, comment ça marche? Le problème, c'est qu'il y a 128 entraîneurs qui ont refusé finalement. Il n'en reste que 2. Jacques Brunel, comment ça marche? En fait, Jacques Brunel, c'est pas Pierre Villepreux ou Philippe Saint-André. Il n'y a pas une patte précise. On peut pas lui accoler une manière de jouer. Il a entraîné Colomiers à une époque où c'était un jeu. Le Colomiers, c'était un peu le jeu à la toulousaine, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'offensives. Il est arrivé en équipe de France, c'est lui qui a créé le jeu des blocs, le jeu des blocs comme on disait à l'époque. Donc un jeu plutôt ambitieux, mais beaucoup moins libre, j'allais dire, que ce que faisait Colomiers à une époque, un jeu très cadré. Ensuite il allait à Perpignan, et à Perpignan, si je me souviens bien, il avait un effectif avec pas mal de punchers et de mecs avec beaucoup de caractère. Et le jeu de Perpignan était un jeu avec ce punch-là. C'était un jeu complet, mais avec beaucoup de... Voilà, on sentait de la s'enquête et des joueurs comme Marty, comme Sid, comme Mermoz, comme Gavin Hume. Voilà, c'était un jeu assez direct. Tulagi, je crois, non? Qui faisait un petit peu peur. Voilà, qui faisait de la couture. Et puis, en Italie, il a fait un peu avec ses moyens. Et à Bordeaux, ces derniers temps, on voyait une équipe de Bordeaux différente de celle d'Etcheto, d'époque Etcheto, avec notamment un jeu dynamique basé plutôt autour des avants, avec des joueurs très puissants et qui arrivaient à enclencher des avancées autour des rucks et puis qui jouaient au contact. Donc en fait, la leçon de tout ça, je crois que c'est que Jacques Brunel, il s'adapte un peu aux hommes qu'il a et à ce qu'il peut faire à ces joueurs-là. Mais là, c'est lui qui va les choisir. Le choix est assez vaste et en même temps... Non, c'est Bernard Laporte qui va les choisir. Lui. Petite précision, quand même, importante. Maxime Rollin. Effectivement, là, le choix est vaste. Moi, je crois que il va quand même s'éloigner de ce qu'on ressent dans ces interviews. Il va quand même s'éloigner du jeu de Guinoves, dans le sens où le jeu de Guinoves, c'était un jeu où il y avait beaucoup de passes au contact, on laissait la liberté aux joueurs l'équipe de France, c'était l'équipe qui, au niveau international, qui produisait le plus de passes au contact, plus souvent pour le pire que pour le meilleur. D'ailleurs, c'était a priori une idée plaisante, sauf que ça ne donnait pas grand-chose sur le terrain. Et je pense que Jacques Brunel va se diriger vers quelque chose de plus cadré, avec comme idée première, et ça c'est sa grande force pour tous ceux qui l'ont côtoyé, c'est de réussir à créer une osmose et à générer de la confiance au sein de son équipe. C'est un mec plutôt rond, c'est pas un mec de conflit. Et en fait, effectivement, l'équipe de France a d'abord besoin de ça aujourd'hui, de confiance et d'une ambiance porteuse d'une certaine sérénité. Et s'il arrive à ramener ça, déjà, on risque d'avoir une équipe un peu plus posée sur le terrain. C'est vrai qu'il va ramener un peu de sourire, comme on dit, parce que son prédécesseur n'avait pas trop le sourire. Et ça, je pense que c'est important d'avoir le sourire. Donc, moi, j'ai noté quelques phrases comme ça de joueurs qui l'ont eu comme entraîneur, qui l'ont côtoyé, qui disaient, Alex l'a dit, il donne confiance aux joueurs. Il convainc plus qu'il n'impose. Par exemple, à Bordeaux, quand il est arrivé, il y avait beaucoup de combinaisons en touche. Il a proposé de réduire toutes ces annonces, d'en garder que quelques-unes, mais vraiment de les réaliser à la perfection. Et les joueurs ont plutôt adhéré. Mais il n'a pas imposé, il a juste proposé. Voilà. On dit aussi qu'il est beaucoup à l'écoute. Et donc ça a peut-être changé par rapport à Noves, qui semblait beaucoup plus
beaucoup plus rigide. Et c'est vrai qu'il est quand même porté sur l'offensive, même si c'est un entraîneur des avants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était arrière, lui, qui jouait arrière. C'est ça un petit peu son paradoxe. Mais voilà, moi je pense que c'est plus le côté ramener des sourires, de la confiance, parce que dans ce qu'on avait entendu après la tournée de novembre, c'est quand même ça qui posait problème. C'était la confiance et puis cette ambiance un petit peu morose qui régnait à Marcoussis. Il ne faut pas oublier un truc aussi, c'est que intrinsèquement, il est porteur davantage de sérénité pour une raison assez basique, mais c'est qu'il est en rapport de confiance avec Bernard Laporte. Et ce qui n'était pas le cas du tout de Guy Novès. Et ce qui pesait... Ça s'est pas vraiment senti. Voilà. Ça s'est pas senti. Pardon. Et ce qui pesait, d'une manière ou d'une autre, ça a forcément pesé dans la vie de l'équipe de France. On ne peut pas ne pas constater que l'élection de Bernard Laporte, elle a eu lieu en novembre 2016 à la tête de la fédération. En décembre 2016. 3 décembre. En novembre 2016, la tournée de l'équipe de France, c'est une tournée, même si les résultats ne sont pas très bons, qui est enthousiasmante, que le public français était plutôt content de voir cette équipe de France se remettre à jouer. On a failli gagner contre l'Australie, contre les Blacks, on peut gagner sur un malentendu. Voilà. Donc t'es un peu loin, mais tu peux. Voilà. Il y avait des manques, mais il y avait quelque chose qui se crée. Et à partir de l'élection de Bernard Laporte, qui, il faut le rappeler, donc avait en off beaucoup dit qu'il voulait se séparer de Guy Novès, les résultats ont commencé à plonger. Et tout ça pour dire que c'est un constat qui explique pas tout. Mais il y a forcément eu, dans les rapports ces rapports Novès-Laporte ont forcément eu des conséquences sur l'état d'esprit de Guy Novès et donc sur la manière dont il manageait cette équipe, sur la crispation, sur le climat. Faut se souvenir qu'en permanence, à partir du tournoi, il y a eu des papiers pour dire combien de temps ça va encore durer cette histoire Laporte-Novès, et Laporte qui remet la pression sur Novès et machin. Et ça crée un climat compliqué à gérer pour des joueurs. Aujourd'hui, les joueurs vont être débarrassés de ça et ils vont peut-être pouvoir... jouer plus librement, on va dire. Très bien, on verra ça. Troisième sujet, on reste en équipe de France. On va évoquer le cas Parra. Près de 2 ans et demi que le demi-mêlée de Clermont n'a pas revu les Bleus. Alors, la dernière de ses 66 sélections, c'était le gracieux 62-13 en quart de finale de la Coupe du Monde 2015. C'est fou. Mais j'avais oublié ça. Et oui, pas le score, j'avais oublié que c'était sa dernière sélection. Mais Morgan Parra, c'est aussi la cerise sur le gâteau de Marc Lévremont en 2011 qu'il avait titularisé à l'ouverture lors de la Coupe du Monde. On se souvient de cette finale magique dont il avait joué 23 minutes, puisqu'il s'était fait éteindre par un coup de poing de McCaw et qu'il était sorti en larmes avec la tête comme un compteur à gaz en fait. Donc ça, c'était du 2011. 2015, naufrage de l'équipe de France. On décide que Parra, c'est pas l'avenir. Il avait 27 ans, donc personnellement, je suis assez contente de ne pas être demi de mêlée. Donc il n'a plus été appelé. Sauf que ses perfs en club avec Clermont sont devenus de plus en plus compliqués à éluder. Son jeu, sa façon de mener ses gros, son caractère aussi, dans une équipe dont on dit qu'elle n'en déborde pas. Son nom est d'ailleurs revenu suffisamment souvent en début de saison pour commencer d'abord à agacer Guy Novès, puis à ce que lui-même ouvre la porte. C'est toujours rigolo en fait. Alors Aurélien, toi qui es très sage depuis le début du podcast, l'équipe de France a besoin de Morgan Parra ? C'est une vaste question. Je suis pas sélectionneur, j'en sais absolument rien. Mais tu devrais. Par contre, ce qui c'est une réponse d'entraîneur du top 14. Bravo. Ce qu'on peut rappeler, c'est que sa dernière sélection, c'est effectivement contre les All Blacks à la Coupe du Monde. Sauf que c'était presque une sélection par défaut parce que il avait failli ne pas être appelé à la Coupe du Monde. Il n'était pas trop non plus déjà dans les plans de PSA Morgan Parra. Alors, PSA, c'est Philippe Saint-André. Et Philippe Saint-André. Et donc, il le dit lui-même, il avait joué ce match parce que la confiance en Sébastien Thiusbord était soudain évaporée après le mauvais début de Coupe du Monde de la France. Il avait joué ce match un peu en tant que sauveur, mais voilà, comme on jette une pièce, quoi. Et lui-même, après cette Coupe du Monde, Morgan, il disait qu'il n'avait pas senti de confiance autour de lui à ce moment-là, et il avait accepté de jouer ce match, mais que bon, c'était pas non plus dans son élément. Et Guy Novès avait couché le nom de Morgan Parra sur sa première liste en début 2016.
Et là, il s'est passé quelque chose dont on ne connaît pas tous les détails. Finalement, il est allé quelques jours de stage à Marcoussis et c'est là qu'il a disparu de la circulation. Donc il s'est peut-être passé quelque chose. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, une petite prise de bec entre Parra et Novès. On en entend plusieurs. On en entend plusieurs, mais c'est difficile de se prononcer là-dessus tant que l'intéressé... Il y a un truc qui n'est pas passé en tout cas. Ouais. Mais entre Novès et Parra. À l'époque, ouais. Parra a dû dire à Novès que c'était un papier et du coup, il n'a pas trop accepté. Donc il y a tout cet historique. Il y a tout cet historique quand même derrière de Morgan Parra avec l'équipe de France qui s'est depuis 3-4 ans est étrange en fait. Et surtout lui, depuis que son nom revient en novembre, etc., il est très très prudent et il refuse maintenant toute demande d'interview hors point presse. Voilà, donc il reste dans un langage très policé, il faut gagner le prochain match, on n'a pas bien joué le dernier match, etc. Et sur son avenir, plus généralement, pourquoi il a progressé, etc. Pour l'instant, on n'entend pas trop parler, ça, on aimerait bien qu'il puisse raconter ça. A priori, Guy Novès avait de toute façon, s'il était resté en poste, l'intention de le rappeler, ça semblait acté, d'après ce qui circulait. Et Jacques Brunel annonçant lui-même qu'il est dans une politique d'homme en forme et qu'il ne se soucie pas de l'avenir en quelque sorte, il veut commencer à gagner des matchs sur le tournoi, là, c'est sa politique, on revient à son côté pragmatique. Il semble à peu près clair, certain que Morgan Parra fera partie de la liste de ce annoncé mercredi. Peut-être même qu'il prendrait des galons selon, je crois que c'est RMC qui a sorti cette information, qui pourrait faire partie des vice-capitaines. Ce qui est marrant dans la carrière de Morgan Parra pour revenir par rapport à ce que disait Aurélien, c'est que à la Coupe du Monde, effectivement, c'était pas le numéro 1, c'était Sébastien Thibaut le numéro 1. Et aujourd'hui, Morgan Parra est vu un peu comme le sauveur et réclamé parce qu'il est très fort avec Clermont, il a vraiment une équipe dans laquelle il tire les manettes. Et en fait, en équipe de France, tout au long de sa carrière, avec les différents sélectionneurs qu'il a eu, il en a eu 2 je crois, il a toujours été remis en question. À une époque, ça a été par Dimitriashvili, puis par Thiusbord, puis par... qui c'est qu'il y a eu peut-être Jean-Marc Doussin en fait Morgan très tôt il est arrivé à 50 sélections très jeune, je crois que c'est dans l'histoire, il y avait qu'un joueur qui a eu 50 sélections avant son âge, lui c'était 25 ans et quelques jours mais dans ces 50 sélections dans les pattes aussi, je crois. Ouais. Dans ces 50 sélections, il y en a beaucoup comme remplaçants et très peu où il y a peu de périodes où il s'est vraiment imposé sur la durée. Donc aujourd'hui, moi, je pense que Morgan, il mérite d'être appelé en équipe de France, mais il faut faire attention à cette image de sauveur et c'est d'évidence qu'on met derrière Morgan Parra. Il va falloir, pour qu'il prenne la dimension qu'il a avec Clermont, qu'il prenne cette dimension-là en équipe de France, il va falloir que on lui donne les manettes complètement et que lui-même prenne toute la place qu'il a comme à Clermont. Ce qui est sûr, c'est que dans le staff actuel de l'équipe de France, il n'a pas que des ennemis, parce que Julien Bonner, qui est le spécialiste de la touche, a joué longtemps avec lui. Il l'adore. Il vient de Bourgoin. À Clermont, et ils viennent de Bourgoin tous les deux. Jean-Baptiste Elissalde, qui va s'occuper des 3/4. Ça a été son premier partenaire en équipe de France. Son première sélection de Morgan Parra, c'était Jean-Baptiste Elissalde titulaire et Morgan Parra remplaçant. Et Elissalde nous disait il n'y a pas très longtemps que ça s'était toujours bien passé entre eux. L'entente avait été plutôt bonne. Il avait fait une chronique aussi plutôt... Et il a fait une chronique assez élogieuse dans nos colonnes sur Morgan il n'y a pas très longtemps, en lui attribuant la note de 9/10. Si avec ça, il ne le sélectionne pas. 9 et 10, du coup, il va le sélectionner. C'était aussi 9 et 10, oui, c'était par rapport à sa polyvalence. Et c'est vrai aussi qu'il y a quand même une évolution dans le joueur et le personnage Morgan Parra depuis la prise de fonction de Franck Azema à la tête de Clermont en tant qu'entraîneur principal, donc 2014, c'est ça, ouais. Et Franck Azema me racontait qu'en fait, au moment où il fallait commencer à penser à la prolongation ou non du contrat de Morgan Parra avec Clermont, il lui avait posé la question qu'est-ce qu'il attendait de la suite de sa carrière à Clermont.
Et par là, Franck Azema voulait que Morgan prenne plus de responsabilités collectives dans la vie de groupe, pas que sur le terrain, parce que ça a toujours été un bon leader tactique, technique, ça, il n'y a pas de souci, mais peut-être que Azema lui reprochait de ne pas assez s'investir dans la vie de groupe, dans tout ce qui cimente une équipe, en fait. Et il l'a fait progresser là-dessus sur les 2-3 dernières années. Il a fini par lui confier le rôle de capitaine à l'ASM. Et donc, il a fait grandir le bonhomme, en fait. Le joueur, il a continué sa progression. On savait toujours qu'il était doué. Mais il a fait de Morgan Parra quelqu'un de différent sur le plan collectif, je sais pas, relationnel, on peut dire peut-être. Mais je pense que son retour aussi est lié à ça. C'est parce qu'on s'interrogeait notamment, on en parlait avec Alex. On cherchait un petit peu sur la question de est-ce que Guirado va garder son capitana, et oui, normalement il va le garder. On se disait mais qui derrière aurait pu le prendre, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, et je pense que le retour de Parra est primordial par rapport à son côté leader, son côté expérience, et on a peu de joueurs dans ce groupe-là qui sont comme ça. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'au poste de demi-mêlée, on a quand même beaucoup de qualité, notamment Antoine Dupont, qui pour moi est une bombe, et qui du coup pourrait un petit peu pâtir du retour de Morgan Parra, alors que c'était pas forcément l'idée de départ, et ça aurait été bien d'imposer qu'il y ait de la continuité avec Antoine Dupont, qui pour tout le monde est un phénomène. Et je sais pas si le retour de Parra ne risque pas un petit peu de freiner Dupont, qui n'est pas forcément justement un caractère comme Parra, qui lui, quand il était plus jeune, avait beaucoup de caractère, un peu râleur, pouvait s'imposer. Et je pense que Dupont, lui, va plutôt se renfermer et peut-être se rabaisser même. Et pour moi, c'est un risque. Mais après, il faut voir comment Morgan va se comporter vis-à-vis de Dupont, et là aussi c'est quelque chose sur une chose sur laquelle Franck Azema a insisté avec lui ces derniers temps, c'est sur son rôle de transmission vis-à-vis des jeunes de l'ASM. Il attendait de Morgan Parra qu'il échange plus, qu'il guide plus les jeunes, pas qu'il leur apprenne le métier, hein, mais qui collabore plus avec eux. Et apparemment sur cet aspect-là aussi, Franck Azema était content de l'évolution de Morgan Parra. S'il arrive à retranscrire ça en équipe de France auprès de Dupont, Serin ou Couillou ou les autres jeunes demi-mêlée, ça peut aussi être le choix gagnant, du coup. Efficace. Très bien. Alors pour finir, donnez-nous le match à ne pas rater le week-end prochain si on veut frissonner de plaisir devant la dernière journée de phase de poule de Champions Cup. Alors frissonner de plaisir, je sais pas, mais je pense qu'un Scarlett-Toulon peut être assez sympa en termes de jeu, je sais pas, mais en tout cas il y aura de l'enjeu. Tu le vends bien. Non. Ah non, mais là, c'est à cause de la présence de Toulon, parce que les Scarlets jouent super bien. On a vu Toulon-Trévise. Enfin, j'étais à Toulon-Trévise. Je me suis quand même fait CHIER un paquet de minutes. Donc voilà. Et vu l'enjeu qu'il y aura, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de volume de jeu. Enfin bon. Je sais pas, on verra, mais en tout cas, au niveau de l'enjeu, ça peut être un match intéressant à suivre, surtout qu'il faudra faire des calculs par rapport aux autres poules, etc., pour savoir qui est qualifié. Là, c'est le week-end des SI. Voilà, et c'est un match, celui qui gagne, il est sûr d'être qualifié, donc c'est une sorte de vrai huitième de finale, donc c'est pour ça, je pense que ça vaut le coup. Une sorte de thriller. Exactement. Aurélien, tu ne rateras pas quel match, toi ? Je ne raterai pas Clermont-Osprey. Non, pardon, que je recommence. Si, c'est ça en plus, c'est Clermont-Osprey. Ouais. Ah, ouais. Parce que j'y serai. Oh, donc je ne le raterai pas. Comme la vie est bien faite. Ouais. C'est que surtout Clermont commence à être vraiment inquiétant là. Ils ont perdu à Northampton. Bon, tu peux perdre à Northampton, mais de ce que j'ai entendu dire, ils ont quand même lâché l'affaire au bout de 20 minutes. Ils ont été très j'ai regardé, décevants. Ah oui, t'as vu, mais oui. Ben ouais, t'as pas de chance. Mais et donc. Ça fait quoi 4 défaites de suite. Là, pourtant, ils avaient des titulaires reposés. Et donc, ça commence à être tendu pour Clermont, qui a pratiquement plus que ça pour sauver sa saison. Donc, et je les ai déjà vus perdre un match décisif à domicile pour la qualification contre Bordeaux il y a quelques années. Donc là, ça va commencer à être tendu autour de l'ASM. Ils n'avaient pas fait match nul contre les Ospreys aussi, une année, chez eux. Parce que j'ai mémoire de ça, j'y étais, je crois, et... un match un peu incroyable, et je ne sais pour pas ça, il faut vraiment se méfier des Ospreys. Et toi, Alex, alors ?
Moi, je crois que j'aurais bien pris Clanéclis Toulon parce que Clanéclis, je les ai vus ce week-end et vraiment, ils ont fait des choses assez extraordinaires contre Basse. Oui, parce que les Scarlets, c'est Clanéclis, c'est pareil en fait. Voilà, donc ça. les deux conseillent le même match. Mais puisqu'il a déjà pris, globalement, ça va être une journée de Coupe d'Europe. D'habitude, les 6e journées, il y a des matchs qui servent à rien, d'autres avec beaucoup d'enjeux. Là, chaque match a une part d'enjeu, même Munster-Castres. Et La Rochelle-Harlequins et le Leicester Racing, je pense, vont valoir le coup d'œil. La Rochelle, parce qu'ils ont besoin de refaire des performances comme ils en ont fait il y a un mois ou deux en Coupe d'Europe, et ça avait été un régal. Puis le Racing, il faut qu'ils aillent gagner à Leicester. Ce week-end, ils ont fait quand même une grosse perf contre le Munster, et donc ça rend ces deux matchs-là assez intéressants. Très bien, merci messieurs. C'était l'Équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'Équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rollin, Aurélien Bouisset et Alexandre Bardot. Merci à Camille Regache à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, sur l'Apple Podcast et sur SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et à la semaine prochaine.